Salut à tous, aujourd'hui on a du lourd, on va parler de la Kawasaki ZH2. Alors j'en ai déjà parlé puisque je l'ai essayé il y a 4 mois à Las Vegas dans des conditions qui étaient très particulières, ce que j'avais signalé d'ailleurs. Et en fait là j'ai redécouvert la H2, je vais en parler pendant l'essai. On va d'abord faire un petit peu le tour technique, un nouveau tour, mais ça valait vraiment le coup de la reprendre sur route, c'est une autre moto. Et du coup elle prend toute sa dimension. Alors la Kawasaki ZH2, pour ceux qui débarqueraient de Mars, elle a le moteur de la Kawasaki H2 et H2R, donc le moteur compressé. J'en profite pour faire un petit aparté sur le compresseur, parce que j'ai vu parfois qu'il y avait des confusions entre turbo et compresseur. En fait, c'est tout simple. Un compresseur est entraîné par le moteur, donc soit par la boîte de vitesse comme celle-ci, soit par le moteur, un pignon moteur ou une chaîne, peu importe. Alors qu'un turbo est entraîné par les gaz d'échappement. Voilà, ça c'est fait. Donc la Kawasaki ZH2, elle, a un compresseur entraîné par la boîte de vitesse qui comprime l'air, et qui dit comprimer air dit comprimer essence. Et on va s'apercevoir que ça se sent quand on passe à la pompe, parce que la bestiole, elle consomme un peu. Ça lui permet quand même de développer 200 chevaux, donc ça en fait un des roadsters les plus puissants du monde. Alors évidemment, il y a la Ducati Street Fighter V4 qui est venue mettre son nez là-dedans, qui a un peu changé la donne, qui est un peu plus puissante. Mais enfin bon, à ce niveau-là, on va pas chipoter. Sans protection, sans rien, on imagine ce que c'est que de rouler à haute vitesse avec ça. C'est pas le but. Un roadster, c'est fait plutôt pour rouler sur des petites et moyennes routes, pas trop autoroutes, et puis de profiter de l'accélération incroyable de ce genre de moteur. Et c'est ce qui fait la particularité de cette ZH2. Je crois que même c'est le seul roadster dans sa catégorie à être comme ça. Et encore une fois, ça je vais en parler tout de suite en live au guidon de la moto. Parce que ce moteur est extraordinaire et finalement très exploitable, même sur des routes très limitées par qui vous savez. Alors au niveau de l'équipement, évidemment il y a une électronique de dingue, donc anti-patinage, plusieurs modes moteurs. Moi je suis resté sur le mode sport parce que quitte à avoir une sorte de dragster comme ça, autant en profiter au maximum. Le mode sport, la réponse à la poignée est un petit peu brutale. En mode road, c'est un peu plus sympa, mais à 3, 4, 5 000 tours déjà ça commence à pousser. À 6 000, 6 500, c'est dantesque. Au-dessus, ça dépasse l'entendement. On peut en profiter sur des très courtes distances. Donc là, malgré tout, l'absence de protection, ça gêne pas trop. On est bien sur cette moto, sauf en duo, évidemment, mais ça, on va en parler aussi. Donc je parlais de l'équipement, toute l'électronique, d'accord. On parle aussi des suspensions, ça c'est important. Alors, moi je trouve que c'est plus important les suspensions que l'électronique, mais chacun ses marottes. Là on est tout en Showa. Alors je réglais un petit peu les suspensions et je mettrai les réglages dans l'essai écrit parce que c'est important, elle est sensible au réglage. Là Kawasaki nous l'avait réglé un peu dur, un peu hard, autant la fourche que l'amortisseur, et ce qui fait qu'elle cognait un petit peu. Bon, je ne vous le cache pas, ça se lève tout le temps, hein. Donc quand la moto atterrit, ça tapait un peu fort. J'ai assoupli un petit peu. Lors de la présentation à Las Vegas, Kawasaki avait au contraire laissé la moto un peu d'origine très souple et avait fait l'erreur, j'estime que c'était une erreur, de nous la présenter sur circuit et sur ovale, ce qui fait qu'on profitait à fond de ce moteur, mais dans des conditions qui n'existent pas. Et en plus, donc, on s'est aperçu que les suspensions étaient trop souples, mais c'était juste une question de réglage, en fait. Pour les suspensions, donc, tout en Showa, c'est plutôt pas mal, même s'il y a mieux sur le marché. J'attire l'attention aussi sur le cadre de la moto. Cadre en tube, joli cadre vert, là, dans cette version noire. Alors, pourquoi un cadre en tube ? Kawasaki l'avait expliqué lors de la présentation de la H2. C'est à la fois pour des raisons esthétiques, mais évidemment, ce n'est pas la raison principale. La raison majeure, c'est que ce moteur chauffe pas mal, et quand il fait chaud comme ça, on s'en aperçoit. Ce moteur chauffe pas mal, donc enserré dans un gros cadre en aluminium, évidemment, la chaleur ne se serait pas dissipée, ce qui est un élément essentiel sur un gros 4 cylindres comme ça, de 998 cm3 exactement, mais surtout compressé. Autre équipement intéressant, le freinage Brembo qui est exceptionnel, mais ça j'en parlerai tout à l'heure aussi en feeling. En revanche, moi il y a une chose qui me plaît pas trop, parce que c'est quand même une moto extraordinaire avec ce compresseur. À 17 000 €, elle est finalement pas si chère que ça vu la technologie embarquée. En revanche, au niveau finition, je trouve, alors finition et look, évidemment c'est peut-être subjectif, mais enfin je trouve que c'est pas au niveau. Une moto comme ça, par exemple la H2, elle, donc la pseudo sportive, elle a vraiment une gueule quoi. Elle a quelque chose qui fait que
on la remarque tout de suite, elle est très bien finie, elle a un carénage avec une peinture très spéciale, etc. Ça aurait été sympa de faire la même chose avec le Roadster. Là, il y a beaucoup de plastique, il y a même des endroits plastifiés, on ne comprend pas très bien pourquoi. Ça fait pas très, très classe, quoi. Même si au niveau du tableau de bord des Komodo, on sent que le niveau de qualité est là. Sur les plastiques, sur tous les plastiques qu'il y a sur cette moto-là, en revanche, ça fait cheap. Même si, encore une fois, moi je trouve qu'elle n'est pas si chère que ça pour un moteur pareil. Voilà, donc ça c'est pour avoir fait le tour et avoir remis la ZH2 dans son contexte. Maintenant, on va rouler avec et vous allez voir que c'est là que ça déménage, que c'est là que c'est intéressant. Alors voilà, c'est parti. C'est là qu'elle va commencer à s'apprécier la ZH2 en sortant des zones urbaines. Alors premier rond-point déjà, super agilité, hein, malgré le gros pneu arrière de 200, la lourdeur de la moto. Il y a quand même quelque chose que moi j'aime pas trop avec la partie cycle de la ZH2, c'est que c'est une moto un peu longue, un petit peu plus de 1450 mm d'empattement, un petit peu lourde, et dans ces cas-là, les constructeurs ont souvent tendance à refermer un peu le train avant, l'angle de colonne, pour gagner un petit peu en agilité. Et je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, parce que du coup, ça nuit un petit peu à la confiance du train avant, ce qu'on avait déjà pu repérer un petit peu sur l'essai sur circuit à Las Vegas. Alors là, évidemment, c'est beaucoup moins sensible, mais encore perceptible. J'ai aussi détendu un petit peu les suspensions. Kawasaki France les avait refermées. Du coup, j'ai assoupli un tout petit peu. Ça, je mettrai les références dans le texte écrit, hein. Et du coup, la moto gagne en confort, mais aussi en facilité. Bon, enfin, le truc de cette moto, c'est quand même son moteur. Et là, je vous laisse apprécier. Ah, alors, le son est très discret, mais la poussée, c'est démoniaque. C'est démoniaque. En troisième, Edmond Caslevé. En quatrième encore. La poussée est dingue. Donc évidemment, les rapports de transmission sont plus courts que sur la H2. Alors, la puissance est un peu moins, mais il y a quand même près de 14 mètres kg de couple. Ça cause. Et puis à partir de 6005, là, ça se déchaîne. Et c'est vraiment génial de profiter de cette poussée incroyable. Il n'y a aucun autre roadster qui peut se vanter de fournir les mêmes sensations. Bien sûr que la Ducati Street Fighter, ça pousse. La KTM 1290 Super Duke aussi. Mais pas comme ça. Pas avec cette espèce de déchaînement à 6500 tours. Avec en plus la souplesse du 4 cylindres. Ne laisse pas supposer l'espèce de force dingue qu'on peut trouver à partir de 6005. Alors évidemment en dessous ça paraît un petit peu moins velu, mais c'est en comparaison avec ce qu'il y a au-delà, parce que sinon la moto est très souple, elle reprend très bien en dessous de 6000 tours, mais si on veut vraiment taquiner, c'est au-dessus de 6000 que ça se passe, quoi. Alors on remarquera aussi que le compteur est super lisible, ça c'est chouette. La position de conduite est bien. On a les genoux qui enserrent bien le réservoir sans que celui-ci paraisse trop large. Il est bien échancré en bas, hein, il fait 19 litres, mais il est bien échancré au niveau des genoux, donc on tient bien la moto. Les jambes ne sont pas trop repliées, on voit bien dans les rétros. Le freinage est topissime, c'est puissant et progressif. Et là je reviens en suspension, alors même un peu assoupli, le défaut qu'elles ont, et c'est pourtant ce qu'on pourrait attendre d'une moto de cette envergure-là, hein, la ZH2 c'est quand même une moto d'envergure. Elle en revanche, à la différence du frein, elle manque de progressivité. Et notamment quand on roule un peu vite, ce qui peut quand même arriver avec cette moto. Là je suis encore en ville, je mets facilement le pied à terre, malgré mon 1m68.
grâce donc encore à la finesse de la selle et du réservoir, enfin à l'entrejambe, quoi, la moto est pas très large. Quand on se recule sur la selle est plus large, donc ça c'est pas mal, même si la selle est un peu dure. Elle se manie bien, en revanche, elle a un défaut en ville, et dans les petits coins, ou quand il faut se garer, quand on sort de son garage, de son parking, le rayon de braquage est très limité. Ça c'est pénible. Mais sinon, en agrément pur, ça permet de rouler tous les jours, aller au boulot avec sa moto, sans forcément taper dedans, profiter de la souplesse du gros 1000 4 cylindres. Et puis, quand l'occasion se présente, découvrir le deuxième visage de la ZH2, qui est cette espèce d'élastique énorme, espèce de catapulte incroyable, au-delà de 6500 tours. Quand on accélère en ligne droite, la stabilité est bonne. On est obligé un peu de s'accrocher au guidon quand on accélère fort parce que il n'y a pas trop d'autres endroits où s'accrocher. Et pourtant, ça ne perturbe pas la moto. Alors, évidemment, il faut bien appuyer sur les repose-pieds quand même. Essayer de pas trop donner d'impulsion au guidon. Mais la moto reste neutre, hein, quoi qu'il arrive. Je sais pas si on entend bien là. Voilà. Là, il y a un petit bruit, c'est le petit bruit de la valve de décharge, hein, comme sur un turbo, puisque l'air est comprimé. En fait, quand on coupe les gaz, il faut que il y ait un système de décompression. Alors c'est marrant, mais ça va 5 minutes. Moi là, au bout d'une douzaine de jours, ça commence à m'agacer un peu. Alors chose dont on parle pas assez souvent aussi, c'est l'embrayage, qui lui est très progressif, la commande est souple. On accompagne bien le moteur en phase de démarrage, et puis évidemment après on n'y touche plus, puisque il y a le quick shifter. Alors moi, pour être honnête, à bas régime en ville, je continue à utiliser l'embrayage parce que je trouve que ça adoucit un petit peu le comportement, quoi. Les shifters à bas régime, à très basse vitesse, ils se comportent pas bien. Moi je préfère encore utiliser l'embrayage, mais évidemment une fois qu'on est au-delà de 5-6 000 tours, je touche plus à l'embrayage. Tout ça pour dire que c'est un des meilleurs moteurs de la production moto. Et là on peut en profiter avec une position de conduite sympa. Alors, évidemment, la protection c'est pas terrible, mais bizarrement, je sais pas pourquoi. Alors peut-être que ça vaut pour mon gabarit uniquement, hein, quelqu'un de plus grand ressentirait les turbulences de manière plus prononcée. Mais moi je les ressens pas trop. Peut-être que c'est grâce au saut de vent. Vous voyez, donc là, à 125, 130, j'ai pas l'impression de lutter au niveau des cervicales ni des épaules. Donc ça c'est cool. Alors la H2 au quotidien, côté passager. Bon, alors soi-disant que c'est un roadster. Côté du haut, je vais dire que c'est plutôt une sportive. Parce que vous avez vu déjà la selle, on est beaucoup plus haut que le pilote. C'est pas très épais. Les poignées, on les cherche. En fait, il y a un simili. Ici, le plastique est fait en sorte que vous pouvez mettre la main en cas de gros freinage, histoire de ne pas s'écrouler sur le pilote quand il freine. Mais sorti de ça, c'est vraiment, on va dire qu'il faut se tenir au pilote. Après, c'est vrai que les suspensions, Zef a dû très bien les régler parce que c'est pas trop sec, c'est pas trop brut. Alors que généralement, quand on est derrière, on sait qu'on peut se prendre de temps en temps un retour de suspension. Et là, ça n'a pas été du tout le cas. On a une superbe vue au-dessus du casque du pilote. Là, je vous ai fait une vue GoPro, vue à 360 sur le paysage. Bon, maintenant, de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'autonomie. Donc, en gros, même pas 200 km. Il faut tenir 200 km avant le prochain plein pour se reposer un petit peu derrière. Et puis, ça le fait. Alors voilà, j'espère que vous en êtes aperçu. C'est un moteur fabuleux. Moi, je trouve ça incroyable. C'est-à-dire que sur 300 mètres, on peut se faire un plaisir de dingue. J'ai passé mon temps. Je l'ai gardé à peu près 15 jours. Hein. J'ai passé mon temps à lâcher les gaz et à remettre un coup de gaz violent, relâcher, etc. Et en fait, je m'en lasse pas. Alors d'accord, je suis peut-être un peu débile, mais je crois que du coup, la ZH2 me correspond. Et franchement, si j'avais les moyens, il y aurait une ZH2 dans mon garage. Parce que ce moteur-là est exceptionnel. Et la moto comme ça, avec sa position finalement assez sympa. Donc on l'a vu, hein, la selle n'est pas très confort, mais elle est large, elle permet de changer de position. Puis c'est pas fait non plus pour faire 1000 km dans la journée. En revanche, au quotidien, c'est super sympa. Donc, la position est bien. L'absence de protection,
on la subit pas trop finalement, étrangement, je ne sais pas pourquoi, c'est une loi de l'aérodynamique quelconque. Petit point faible quand même, qui est dû à ce moteur et au compresseur. J'en avais parlé en introduction. Évidemment, quand on comprime de l'air, il faut mettre l'essence qui va avec. Donc forcément, elle consomme. Et elle consomme pas mal. Moi, je suis à peu près à 8 litres au 100. En roulant de manière pas raisonnable, un peu comme un débile. Enfin, 8 litres au 100 quand même. Aujourd'hui, c'est pas très tendance en plus, quoi. Enfin bon, on s'en fout avec ce genre de moto. Mais il faut le savoir malgré tout. En duo, c'est pas génial non plus. Donc c'est vraiment une moto d'égoïste pour un hédoniste du quotidien. Parce que ça se roule au quotidien, la moto est très souple, les commandes sont sympas. Le shifter, donc passage de vitesse sans toucher à l'embrayage, up and down, fonctionne plutôt bien, même s'il y a très bas régime, comme pour tous les shifters, il faut encore se servir de l'embrayage, mais ça c'est normal. Donc une moto utilisable au quotidien et qui peut donner des sensations de fou. C'est-à-dire que ce genre de moteur n'existe nulle part ailleurs, hein, à part la H2 évidemment, mais je veux dire, il n'y a pas d'autres moteurs comme celui-là. Donc elle a deux visages. Qui finalement font un tout homogène. Et ça, c'est la vraie performance de cette moto. Le tout pour 17 000 €. Franchement, ça se défend. Moi, je vous conseille d'aller l'essayer. Vous allez avoir les yeux au fond des orbites. Ça vaut le coup de faire l'expérience là une fois. Et de se rendre compte qu'elle ressemble à aucun autre gros roadster, pas même la Ducati ou la KTM 1290, qui, elles, ont plus leur partie cycle alerte, vive pour elles, mais pas ce genre de sensation. Donc, allez-y. N'oubliez pas de nous suivre, de vous abonner, de liker et puis de continuer à nous encourager. À bientôt.